Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette deuxième rencontre du Book Club le matin. On est très heureux toujours de vous accueillir pour vous présenter les nouveautés, de nous inviter. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir deux écrivaines marocaines. Et comme vous l'avez constaté lors de la première rencontre, c'est un format nouveau que nous lançons. Donc, c'est un format où on a le plaisir d'accueillir deux autrices pour un échange autour de leurs écrits, de leurs livres. Et le dénominateur commun, c'est un sujet qui est autour de la femme. Je peux qualifier ça de la littérature féminine, peut-être oui ou non. Je laisserai tout à l'heure le plaisir à ma collègue Fedwa Misk qui va assurer la modération de cette rencontre pour échanger avec nos deux invités que je tiens à remercier. Donc, Dounia Hadni pour la présentation de son livre L'Ahchouma aux éditions Alba Michel et Boutaina Azami pour son livre Dans un seau noir aux éditions Marsam. Alors, je rappelle juste qu'à partir de demain, les rencontres Book Club le matin auront lieu au site historique de Chella. On va continuer nos rencontres dans cet endroit pour permettre au public de découvrir cet espace. Donc, il y aura une rencontre à 19 h, donc vous êtes aussi les bienvenus. Et ça sera le cas jeudi, vendredi et samedi. Donc, n'hésitez pas de nous suivre et sans trop tarder, je donne tout de suite la parole à Fedwa. Merci. Merci beaucoup, mon cher Ali. Ali Saucé, qui est le fondateur, le responsable du Book Club et qui est tellement modeste qu'il n'aime jamais se mettre en avant. Mais c'est quelqu'un qui a fait énormément pour la littérature dans le cadre du groupe Maroc Soir. Et c'est lui qui était justement à l'origine de ce format nouveau qui va nous permettre un petit peu d'explorer d'autres choses et de croiser les visions sur certaines thématiques. Avant de commencer, je vais peut-être demander aux gens derrière juste un peu plus de silence, s'il vous plaît. Messieurs, dames, s'il vous plaît, prenez place, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, je suis particulièrement ravie aujourd'hui parce que j'ai eu cette chance-là d'être choisie pour modérer ces tables rondes parce que je me retrouve en présence de deux belles plumes, mais surtout de deux femmes fortes qui ne mâchent pas leurs mots, qui n'ont pas peur des mots en fait, ni du mal, ni du mal. Et qui dénoncent par un besoin peut-être, mais aussi par vocation, parce que je rappelle que toutes les deux, vous avez un passif dans le journalisme. Alors, Boutaina est toujours quelque part dans le journalisme, dans les médias, dans un support confrère, et Dounia a quitté le quatrième pouvoir pour justement embrasser la littérature. Peut-être qu'on aura tout à l'heure l'occasion d'en parler. Alors, toutes les deux, en fait, ont écrit des romans qui sont puissants par plusieurs aspects, qui m'ont beaucoup marqué et qui, chacun à sa manière, abordent des sujets très sensibles et très contemporains. Donc, j'ai d'abord lu L'Ahchouma, avant de lire Dans un seau noir. Et bien que ça ne raconte pas du tout la même histoire, les deux récits se recoupent sur plusieurs thématiques. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous faire parler de ces thématiques-là beaucoup plus peut-être que le roman, que les romans. Mais je veux quand même qu'on puisse savoir de quoi parle chacun des livres. Donc, je vais peut-être commencer par donner la parole à Dounia pour dire dans ces mots, sans spoiler bien sûr, parce que ça c'est très délicat comme exercice, c'est de pitcher l'histoire de quelqu'un d'autre sans la spoiler. Et ça m'arrive souvent de peut-être dénoncer et de dévoiler certains petits indices que je devrais garder pour moi. Et ça peut déranger peut-être l'auteur. Donc je vais te laisser, peut-être pas toi, mais certains oui. Donc je vais peut-être te laisser de parler de l'Ahchouma, de l'histoire de l'Ahchouma, dans tes mots, sans trop en dévoiler. Bonsoir. Merci beaucoup d'être... Déjà, merci beaucoup Fedwa, merci Boutaina. C'est vraiment un honneur de faire cette rencontre croisée. Je trouve ça magnifique de pouvoir faire dialoguer
des livres, des romans. Merci pour cette invitation et merci à vous toutes et tous d'être là pour nous écouter. Alors, c'est l'exercice que j'aime le moins, pitcher mon livre. Je vais essayer de le faire bien quand même. En fait, c'est pas pitcher le livre, c'est d'en dire sans trop dire. C'est ça le truc. Ouais. Bah, c'est encore plus difficile. En gros, c'est l'histoire de Cilia, une jeune Marocaine qui a priori a tout pour elle pour être heureuse et qui grandit dans une famille privilégiée à Rabat, donc qui baigne dans la culture, comme beaucoup de Marocains et de Marocaines, dans les deux cultures, donc culture marocaine, culture française, mais qui en a marre en fait de cette espèce de l'hchouma en fait, qui est une vraie culture dans laquelle elle a grandi, comme beaucoup. Parce que elle en peut plus en fait du regard permanent que la société pose sur elle, la société, Gérène, les 16, enfin tout le monde. Et donc elle pense qu'elle va pouvoir se libérer en allant étudier en France, donc le pays de la liberté, des lumières, voilà. Donc son Eldorado idéal. Ouais, non, enfin un peu. Ah ben oui, on le sent. Et en fait, elle arrive en France dans des cocons privilégiés, en prépa littéraire, et puis dans un journal de gauche a priori très ouvert d'esprit, voilà. Et en fait, non seulement elle traîne cette chouma avec elle parce qu'on ne se déleste pas de quelque chose comme ça qui vous imprègne depuis tout petit, mais en plus, elle connaît d'autres formes d'injonction. Elle est confrontée à un certain racisme ordinaire, un certain mépris, aussi une condescendance de la part de l'intelligentsia française. Et puis, elle ne rentre pas non plus dans les cases attendues. Et donc, elle pète les plombs, littéralement, parce qu'elle est perdue, en fait, entre ces deux modes de vie, ces deux visions. Elle n'a pas envie de choisir et elle n'arrive pas à s'en sortir. Après, voilà, j'arrête. Voilà. il faut lire le livre. Oui, exactement. Alors, Boutaina. Merci, Fedwa, merci. Alors, pour ce qui est de l'histoire, c'est vrai que c'est très difficile à résumer parce que c'est une histoire à C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui le fait, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste dans la 4e de couve et qui va dire des choses sans trop en dire. Exactement. Ouais. Je vais essayer d'être brève. L'histoire est compliquée, surtout parce qu'il y a beaucoup de ramifications. On a l'impression que ce sont des détails, mais chaque chose est reliée. Et en fait, l'histoire est celle d'une petite fille qu'on va suivre jusqu'à l'âge adulte. Et c'est une petite fille noire déposée dans un seau noir sur les marches d'un hôtel de Tanger où on devine que sa mère biologique a dû la déposer dans l'espoir que quelqu'un la trouverait et aurait voilà, pitié de cette petite, l'adopterait éventuellement. Et effectivement, la petite gigote à tel point dans son seau qu'elle finit par que le seau finit par basculer et la petite fille est expulsée de ce seau noir au pied d'un couple de passants. En se blessant, ça a son importance dans l'histoire, mais voilà, il y a trop de détails. En se blessant le crâne, et tout ce dont elle se souvient, tout bébé qu'elle était, c'est de cette chaleur qui l'envahit, la chaleur du sang qui l'envahit, et c'est tout. Sinon, il y a ce trou noir, ce seau qui tout d'un coup devient une sorte de métaphore, la métaphore d'un trou noir, d'une amnésie, d'une absence, d'un abandon. Et ce couple va l'adopter. En fait, c'est l'homme du couple qui va l'adopter, malgré les réticences de sa femme, qui a une histoire familiale totalement différente de celle de son mari. Son mari vient d'une famille modeste, où il y a des valeurs, une famille modeste dans les deux sens du terme, c'est-à-dire humble et voilà, pas une famille aisée, tandis qu'elle vient d'une sorte de monde féodal où elle avait l'habitude d'être servie
par des femmes noires. Donc il y a une histoire de l'esclavage qui s'inscrit en filigrane dans le livre. Donc cette petite fille noire qui part de rien se retrouve dans cette famille où au demeurant il y a énormément de femmes, beaucoup de femmes noires et une femme en particulier qui s'appelle Fatoum. Et cette femme, c'est le grand secret de la mère adoptive de Ralia. J'ai dit la belle-mère, c'est un lapsus parce qu'effectivement, elle se comporte comme une belle-mère. C'est une belle-mère, oui, parce effectivement, elle n'a jamais vraiment adopté. Elle n'a jamais accepté cet enfant qui ne trouve de l'amour qu'auprès du père adoptif. Alors, on va parler de ça tout à l'heure. Dans les deux livres, en fait, il est question de beaucoup de violence. Violence de la société, violence de certains hommes, pas tous, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais aussi la violence de femmes. Et alors, comment vous avez voulu mettre en avant ces différents types de violences? En réalité, en écrivant ce livre, je me suis pas dit que j'allais travailler sur la violence et je me suis dit que j'allais essayer d'être à hauteur de mes personnages et d'être le plus juste possible et donc les raconter de façon hyper honnête. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amour pour mes personnages, tous et toutes. Mais enfin, je trouve que l'amour, ça n'empêche pas de devoir avoir un regard lucide en fait sur des failles, sur de la violence, différentes formes de violence d'ailleurs. Surtout moi, ce que je traite, c'est de la violence verbale, de la violence de classe aussi, de l'hagra, du mépris de classe, des violences psychologiques et morales. Mais c'est toujours ça. J'essayais vraiment d'incarner ça. Et après, c'est vrai que après, bon, je me rends bien compte que c'est un fil directeur de mon texte, mais c'était pas intentionnel. Mais n'empêche que la violence, elle existe justement sous toutes ces formes-là dans le texte. Je crois que la vie est violente. Exactement. Mais est-ce que, peut-être a posteriori, tu as remarqué, est-ce que tu as hiérarchisé les violences? Est-ce que pour toi, dans ce texte-là, tu remarques qu'il y a une violence qui prévaut sur les autres? Je pense qu'il y a une reproduction de la violence. Je pense que c'est un truc très systémique qu'on reproduit même malgré soi et en fait qui est tellement fort, qui est tellement prégnant que même quand on pense la fuir, c'est le cas de Cilia, elle pense la fuir, en fait ça la rattrape par d'autres biais, y compris par le biais intime puisqu'elle tombe amoureuse de quelqu'un de violent et que en fait cette violence lui est quelque part familière et du coup elle voit pas vraiment cette violence-là comme de la vraie violence. Donc en fait c'est vraiment un truc... parce que quand on parle de violence, on a l'impression que c'est quelque chose de flagrant, d'évident, mais en réalité c'est tellement pernicieux, ça s'insinue tellement de façon progressive et de façon... qu'on ne voit pas forcément le truc venir, le truc s'installer, et parfois même on le voit venir, on le laisse venir parce qu'on en a besoin, et ça c'est dérangeant, et on en parlait tout à l'heure à Boutsaïna, c'est compliqué de l'expliquer à l'oral, enfin, c'est pour ça qu'il faut lire les livres. Non, mais cette question-là de violence, c'est justement du fait qu'on la voit pas venir, ou alors qu'on est habitué à cette forme de violence, donc on la définit pas, on l'identifie pas forcément. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans ton livre, Boutsaïna. Oui, la violence est très présente, mais elle est surtout, comment dire, oui, il y a une réelle violence. La violence est surtout dans le texte, dans les métaphores filées, en fait, quand je commence à écrire un livre, je n'ai pas l'histoire en tête. Jamais. Donc, je ne prémédite pas l'histoire. Je pars d'une émotion. Et c'est cette émotion qui m'entraîne. Et bon, ben, finalement, je découvre le livre en même temps que je l'écris quelque part.
Le livre s'ouvre sur une scène particulièrement violente, c'est celle de Ralia, qui vit, elle est partie à l'étranger aussi après son bac, au grand bonheur de sa belle-mère qui veut juste s'en débarrasser et qui fait tout d'ailleurs pour qu'elle ait la vie difficile sur place, elle l'isole. Bref, ça c'est des petits détails que vous découvrirez si vous lisez le livre. Le livre s'ouvre sur une scène, la scène d'une aube. Une aube où Ralia se réveille sur le parquet, le corps délabré. C'est un jour de neige, les fenêtres, la neige sur les fenêtres est craquelée, elle lui ressemble, elle ressemble à son corps délabré par sa relation avec un homme physiquement et verbalement violent. Et pourtant, elle est restée avec cet homme assez longtemps, ses amitiés l'ont sauvée. Mais ce qui va être véritablement à la fois destructeur et salvateur, c'est la mort de son père, qui a été l'unique source d'amour, en fait, que cette petite a eue. Et la mort de son père achève de la délabrer. Alors, ce délabrement, qu'elle ressent au plus profond de sa chair, est d'une douleur féroce, et en même temps, ça va être l'élément salvateur. Ça va être l'élément salvateur pour elle, parce qu'elle reprend conscience d'une chose dans toute cette violence, c'est que justement, là, elle est en perte de repère, et que la seule manière de se rassembler, de se retrouver et de reprendre son destin en main, en fait, c'est soit la mort, soit le rassemblement du corps. Elle ne pourra le faire qu'à travers un pèlerinage sur les traces de son père, sur les traces de l'enfance, pour remplir consciemment ce seau noir qui s'était vidé à un moment et que ce père adoptif a grandement participé à emplir. Alors, dans la littérature marocaine, qui a été pendant très très longtemps, je dirais pas dominée parce que ce mot a une connotation un peu négative, mais qui a été, bon, disons-le quand même, dominée par les auteurs hommes. Très très souvent, il était question de tuer le père et de glorifier à outrance la mère. Et chez vous, en fait, je trouve une douceur incroyable, un amour infini pour le père, pour la figure du père, parce qu'on a justement le visage d'un père marocain tendre, aimant. Et puis, peut-être que la mère dans le roman de Dounia n'est pas aussi violente que celle qui est dans le roman de Bousseina, mais c'est une femme qui n'est pas forcément dans la tendresse infinie, dans ce fantasme un petit peu de la mère courage, sacrificielle, aimante à outrance, inconditionnelle. Et donc, en fait, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que vous sentiez, ou vous sentez, que la littérature a ce devoir de réparer quelque part cette vision un petit peu manichéenne et peut-être injuste envers l'un comme envers l'autre? Vas-y. J'ai 4 heures pour répondre à la question. C'est une colle. Oui, je pense que la littérature a ce devoir-là. Je pense que, en fait, quand on est dans la création, on doit, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, se remettre en question et remettre en question toujours, les formes attendues et ce qu'on attend d'une histoire, comment on voit un personnage et quand on sent qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps,
comme ce modèle de mère sacrificielle, ou alors voilà, de père très, très en retrait, qui n'est pas aimant, etc. Je pense qu'il faut savoir renverser ça, parce qu'en fait, en vrai, dans la vie, il y a de tout, et c'est ça qui est riche, et c'est ça ce qui est intéressant, et en réalité, je sais même pas si je sais même pas si c'est un vrai truc. J'ai l'impression que c'est un peu de l'ordre du fantasme en vrai. Parce qu'en tout cas, quand je vois mon entourage, dans mon entourage, même dans la famille de mes amis, etc., il n'y a pas toujours ce truc-là. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez équilibré. Enfin, ça dépend vraiment des. Et puis il y a des dynamiques aussi, ça change. C'est-à-dire qu'un père, enfin, je sais pas, quand on est. Enfin, un père, quand il accompagne sa fille pendant son enfance ou son adolescence ou après, il change. Et puis, ouais, la mère aussi. Et je trouve que c'est important de montrer que voilà, une relation de parent-enfant, elle évolue aussi beaucoup et qu'on ne reste pas figé en fait. Et la littérature, ce qui est magnifique, c'est que justement, elle n'est jamais figée. Bousseina, la même question par rapport à la figure du père. Oui, c'est une question intéressante. Pour moi, enfin, je n'ai pas pensé à réparer quelque chose. Je ne suis pas du tout, je pense, non plus dans la dénonciation de quelque chose dans mes livres. Mais si je ne suis pas dans l'autobiographie, je dois reconnaître quand même que ce livre est peut-être le plus intimiste de mes livres. La figure du père aimant, elle revient d'ailleurs souvent dans mes livres. Elle revient, je pense, dans tous les livres. Je regarde Tariq Hillel qui les connaît bien, n'est-ce pas? Et il y a des choses, même quand on est dans la fiction, même quand on ne sait pas où on va dans le processus d'écriture, il y a bien sûr toujours de nous-mêmes, de notre expérience, même si elle n'est pas, directe, même si c'est une expérience vécue à travers d'autres personnes qui nous ont touchés. Mais là, je parle de quelque chose de plus intimiste, parce qu'effectivement, je suis peut-être allée un petit peu plus loin, pas dans la dénonciation, mais dans la représentation des rapports entre femmes dont j'ai déjà exprimé dans mes autres romans que c'était des rapports qui me fascinaient dans l'enfance autant qu'ils me terrifiaient. Il y avait les silences, il y avait les tempêtes, il n'y avait pas d'entre-deux. L'enfant apprend la mort à travers les femmes. On apprend la violence, les secrets à travers les femmes. Ce n'est pas une dénonciation, c'est un système qui est fait comme ça. Les femmes vont s'exprimer plus violemment lorsqu'elles seront entre elles que lorsqu'elles seront en présence d'hommes. Voilà, là on a des équilibres qui ne sont pas les mêmes. Et dans cette histoire en particulier, oui, il y a la violence de l'homme. Alors pas du père, mais de l'homme, effectivement, la violence conjugale, la violence qui annihile, qui craquelle. Et puis il y a cette violence des femmes que porte la belle-mère de Rita, qui a une histoire assez complexe. C'est-à-dire que le père... Alors Rita, c'est la mère adoptive de Radia. J'ai oublié. Oui, voilà, la belle-mère. Elle a une histoire assez particulière. Son père était marié à une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et comme il ne pouvait pas accepter de ne pas avoir de descendants, il prend une concubine. Une concubine qui a des yeux verts, les yeux verts que porte Rita comme un lourd héritage. Et cette histoire, qui est
tragique, parce que là, alors on a les mensonges des femmes qui se mettent en place pour cacher la grossesse de la concubine et mettre en scène la grossesse De l'épouse légitime, qui commence à mettre des tissus sous ses habits, alors que voilà, qui décide de jouer le jeu malgré la douleur immense qu'elle ressent. Et finalement, cette douleur, le jour où on lui met cet enfant dans les bras, cette douleur explose. Et là, on a un récit qui bascule vers le conte, parce que ça devient tellement surréaliste que, enfin, le style d'écriture change, en fait, au fil de la narration. Ça devient très poétique à certains moments lorsque Ralia retrouve des espaces d'enfance qu'elle a traversés avec son père. Et ça sombre dans le conte quand cette violence des femmes devient si surréaliste qu'on ne peut passer que par cette forme, en fait, de parole. C'est plus fort que la fiction. D'autant que Rita, la belle-mère, un jour où sa vraie mère, parce qu'elle se rend compte, personne ne le dit, c'est entouré de mensonges, personne n'en parle, mais elle comprend au fil du temps. Elle comprend que sa vraie mère, c'est cette Mafatoum qui est là parmi les autres femmes de la maison, et elle finit par commettre l'irréparable. Elle tue sa mère, et elle la tue devant toute l'assemblée des femmes. Elles se rassemblent le soir entre elles, et elle commet ce meurtre au vu au su de tout le monde, mais tout le monde se tait et tout le monde déguise ce meurtre en accident. Donc il y a une violence, mais qui n'est pas de l'ordre forcément de la dénonciation, mais presque d'une tragédie, une sorte de destinée tragique sur laquelle tout le monde semble s'entendre. Et il n'y a que le père de Ralia dans le livre qui se tait quand même, mais réagit en coupant tout lien avec sa femme et en se rapprochant d'autant plus, là, à ce moment-là, de sa fille adoptive. Pardon, je crois que j'ai parlé trop longtemps. Non, il n'y a pas de souci. Tu as spoilé quand même, mais c'est pas grave. mais l'histoire ne finit pas là. Exactement, mais l'histoire ne se termine pas là. Ce qui est génial, c'est qu'il y a d'autres choses à découvrir. Alors, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de cette question de réparation. Et justement, Tarek Hilal a acquiescé la réparation par rapport à la littérature masculine, parce que je trouve ça drôle que ce soit des femmes qui finalement, des femmes, des féministes, qui vont justement réparer l'image du père alors qu'on est étiqueté anti-homme et tout ça. Et je trouve ça d'une beauté et d'une poésie qui mérite d'être soulevée. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ça, parce qu'effectivement, la figure paternelle douce, on l'a tous connue, et j'espère que d'autres livres vont parler de ça, et qu'on va en finir un petit peu avec ces fantasmes-là de tuer le père et de glorifier la mère. Il faut tuer la mère aussi des fois. Donc voilà, on va passer à autre chose. La question du voyage est très présente, bien sûr, dans les deux livres. Le voyage pour le tourisme dans l'un des cas, mais aussi le voyage pour la liberté, le voyage inverse pour diverses raisons. Est-ce que le voyage était nécessaire dans vos récits, dans vos histoires? Est-ce que l'ailleurs était nécessaire pour le cheminement intérieur?
Oui, tout à fait. Pour Cilia, je pense que c'était vraiment nécessaire parce qu'en fait, c'est vraiment c'est en quittant le cocon, en fait, parce qu'elle était dans une bulle dorée, elle a grandi dans cette bulle-là. C'est en quittant ce cocon-là pour découvrir la vraie vie. Non pas que la vraie vie se trouve en France, mais parce qu'elle était voilà, toute seule, un peu livrée à elle-même, etc. Et loin de sa famille, voilà. Et ça a été un vrai choc culturel pour elle, même si elle maîtrisait déjà les codes, la langue française, évidemment. Enfin voilà, ça a été quand même un vrai choc parce que c'est pas la même, enfin c'est voilà, c'est pas les mêmes modes de vie, c'est pas le même langage, la même façon d'être, de se comporter, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle commence déjà à se rendre compte de qui, non pas de qui elle veut être, mais de qui elle ne veut pas être. Et bizarrement, c'est en s'éloignant du Maroc qu'en fait elle se rend compte du mépris de classe qui est quand même voilà, très présent au Maroc, de la violence sociale, du fait que voilà, le fait d'avoir grandi avec une nounou très aimante, etc., un chauffeur et tout, c'est pas, je veux dire, c'est pas du tout anodin. Et elle se rend compte que la violence, qu'il y a une vraie violence dans ce système-là. Qu'elle-même a participé en fait à entretenir, qu'elle continue d'entretenir, et c'est en s'éloignant de son milieu en fait qu'elle se décentre et qu'elle critique sa classe sociale en fait. Le fait aussi d'être issue d'une classe très privilégiée, parce que ça aussi il faut le dire, enfin. Aujourd'hui, ce sont les élites qui peuvent changer les choses au Maroc, et en fait le problème c'est que, et ça je le dis et je continuerai à le répéter, c'est que ça les arrange pas de faire bouger les choses parce que quand on a de l'argent, c'est facile de trouver des parades. On est privilégié, on trouve, on a les moyens de faire autrement, et donc ça bouge pas. Et en fait, c'est vraiment le comble de l'impuissance, et c'est de la vraie lâcheté. Et elle se rend compte qu'elle est là-dedans aussi, elle culpabilise énormément de ça. Pas seulement d'être issue d'une famille qui a de l'argent, mais vraiment de faire partie de ce système-là. Et donc elle ne se reconnaît pas du tout dans ces valeurs-là, et elle essaye à tout prix de côtoyer en France des gens qu'elle n'aurait jamais pu côtoyer au Maroc dans un autre cadre que tarifaire, genre ses domestiques, etc. Voilà, ses amis, elle tombe amoureuse de quelqu'un qui est d'un milieu social autre, un mec de cité, qui est au RSA, etc. Parce qu'elle a besoin de se confronter à l'altérité, tout à fait. Parce qu'en fait, elle a grandi, elle a fait la mission française, etc. En fait, elle a connu que des clones d'elle-même jusqu'à ce qu'elle parte. Donc, c'était très important pour elle, pour cette prise de conscience. Même si après, il y a eu d'autres problèmes, d'autres... Et bien, justement, ce voyage a permis justement cette confrontation à d'autres problématiques qui montrent que l'herbe n'est pas forcément verte ailleurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important dans ton livre, Dounia, parce qu'effectivement, sans partir en France et être confronté à ces contradictions, un pays de droit, soi-disant, et d'égalité, fraternité, mais avec de la condescendance maquillée, surtout chez la gauche française et tout ça. Si elle n'avait pas pris ce voyage-là, elle n'aurait jamais compris ça. Est-ce que Cilia, finalement, bon, peut-être l'image n'est pas la bonne, mais est-ce qu'elle a mis de l'eau dans son vin en repensant le Maroc après l'expérience française? Est-ce qu'elle voit le Maroc avec des yeux plus tendres? Oui, et d'ailleurs, je ne vais pas spoiler, mais d'ailleurs, à un moment, elle a besoin de retourner aux sources. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, elle était aussi dans un truc très... elle avait quand même une forme de complexe. Et je pense qu'on l'a tous un peu eu, et ça c'est bon, c'est lié à notre histoire, mais je vais pas faire mon historienne, pas du tout. Mais du coup voilà, elle avait ce truc de c'est mieux ailleurs, la France c'est mieux, ils savent tout mieux que nous. Enfin voilà, je vais essayer de m'assimiler et du coup me dissoudre en fait dans l'image qu'ils
qu'il projette, qu'il fantasme de la bonne arabe, entre guillemets. Et ça part par des choses qui peuvent paraître anodines, mais par exemple, je pense que ça, tous les gens qui sont partis en France ou à l'étranger, en tout cas en France, ont eu droit à Cheb Khaled, Cheb Mami, et c'est ta chanson, et allez, vas-y. Et en fait, tous ces clichés-là, c'est... Couscous. Couscous merguez, l'ambassadrice du couscous merguez. C'est même pas marocain, le truc. Et bon, et bref, et moi, j'en rigolais, parce qu'en fait, en plus, si tu rigoles pas, ben, t'es chiante. Donc, il faut que tu t'intègres aussi. Donc, il y a tous ces trucs-là qui font que, en fait, on passe notre temps à négocier avec l'image qu'on renvoie là-bas, alors qu'on n'a rien à se prouver, en fait. On n'a rien à leur prouver. Et surtout, Cilia, elle maîtrisait déjà leur code bien avant de débarquer. Et donc, j'en parle un peu avec vivacité parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Boutseina, le voyage a aussi plusieurs fonctions dans ton livre, dans ton roman. Au départ, il est aussi libérateur parce que c'est en voyageant avec son père au départ qu'ils ont réussi à s'éloigner de Rita et la meurtrière. Mais après, il y a eu ces études en France, et puis il y a en Suisse, à Genève, et puis il y a le retour. Et d'ailleurs, elle voulait partir à Paris, et c'est Rita qui l'a envoyée en Suisse. Et il y a le retour. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs fonctions à ce voyage? Est-ce que les voyages changent en fonction de ce qu'on est, ou alors c'est le voyage qui guide l'évolution du personnage? Oui. Et alors effectivement, le voyage joue un rôle aussi très important dans ce livre. Le voyage, c'est d'abord les moments de complicité de Ralia avec son père. Ils font des escapades tous les deux. Et quand son père meurt, elle a ce besoin de retourner sur ses traces. Et donc, elle refait le voyage à l'envers, en fait, par le train jusqu'à Algeciras, en retraversant les villes de France, les villes d'Espagne. Puis, elle prend le ferry pour Tanger, puis elle retraverse les villes aimées par son père, les villes qu'il lui a fait découvrir. Donc, c'est des souvenirs précieux dont elle n'a pas tout de suite conscience. Et le voyage va surtout avoir ce rôle réparateur, parce que ça sera un voyage initiatique après la mort de son père. Elle va retourner au Maroc et finalement elle va y rester pour les 40 jours de deuil. Voilà. Et ce qui va lui permettre de se rendre compte que finalement il lui a légué plus qu'un souvenir. De toute façon, elle ne fait pas son deuil, mais qu'il lui a légué une famille. Parce que finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de violence, oui, dans ce livre, mais c'est l'amour qui est salvateur au bout du compte. Et c'est la famille de son père qui l'entoure d'amour, qui lui demande de rester, qu'elle a le droit d'être là, et que c'est peut-être la personne qui a le plus le droit d'être là parmi toutes ces personnes qui ont eu des choses innommables. La réconforte, la rassure, la rassemble. Et je ne vais pas spoiler plus, mais il y a un personnage qui traverse le livre qu'elle rencontre sur le ferry qui la ramène vers le Maroc. C'est un personnage dont elle sent l'ombre couler sur elle alors qu'elle regarde la mer. Et devant l'insistance de cette présence, elle finit par détourner le regard, par tourner le regard vers lui. Et elle est choquée par les traits arborés par cet homme qui a des yeux noirs, qui a des yeux verts, qui a la peau noire et qui a des scarifications, les mêmes
que celle que portait une femme qui habitait dans cette demeure où elle vivait avec son père et avec Rita. Une femme qui l'a beaucoup marquée et à travers laquelle elle interrogeait elle-même ses propres racines, parce que ses parents adoptifs sont blancs, elle est noire. Elle ne cherche d'ailleurs jamais à retrouver sa mère biologique ou à retrouver sa première famille. Son pilier, c'est vraiment son père. Et cette mort catastrophique va finalement avoir un pouvoir miraculeux, c'est celui de la réconcilier avec elle-même et avec sa propre existence, parce qu'elle a des amis très précieux à Genève qui sont toujours là pour elle, mais elle est pudique, elle ne raconte pas tout. Et la seule personne dont elle accepte tout, c'est l'homme violent. Et il y a quelque chose là d'un trauma, parce que finalement, avec Rita, sa belle-mère, la seule relation qu'elle avait, c'était une relation de violence symbolique et physique. Et c'est comme si la violence qui pouvait lui être portée était normale. Donc en fait, voilà, c'est surtout ça que je voulais relever. Alors, en parlant de voyage, il y a aussi la question, justement, de toute façon, c'est une question qui traverse le livre, pas forcément liée au voyage dans ton livre à toi, mais la question raciale, enfin, si on peut parler de race encore aujourd'hui, mais la question raciale est très présente dans les deux livres. Est-ce que c'est une sorte de coïncidence que ce soit l'une des thématiques les plus stridentes aujourd'hui dans le monde et surtout en Europe, ou alors c'était volontaire, il fallait absolument parler du néocolonialisme dans ton livre? Je pense que franchement, il suffit d'allumer la télé pour, pour se rendre compte qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce sujet-là, malheureusement. Et puis moi j'habite en France là depuis 17 ans et honnêtement, alors soit je suis devenue ultra intelligente et je perçois des choses que je percevais pas avant, mais je pense que la société française va de plus en plus mal. Mais Tu pas que deviens la woke. je deviens, ouais, oh là là, non. Non, je veux pas. Je résiste un peu encore à ça. Mais oui, c'est le racisme, les préjugés, enfin même l'islamophobie. Franchement, c'est de plus en plus évident. Et puis c'est pas, enfin avant c'était vraiment lié quand même à l'extrême droite. Et là vraiment ça s'élargit. Enfin voilà partout, même dans les émissions de télé. Enfin il y a Pascal Praud, il y a Cyril Hanouna. Enfin il y a partout quoi. Et en plus c'est les trucs qui sont le plus regardés, le plus demandés. Et en fait cette parole là, elle devient presque anodine quoi. Enfin carrément anodine en fait. Et du coup je trouve que quand on est un minimum féministe, un minimum un peu, je sais, un peu lucide, on peut, et que en plus on écrit, on peut pas faire l'impasse de ce sujet-là. Je pense que le sujet, en plus de plusieurs identités qui peuvent parfois se entrer en, enfin, ouais, se cliver, etc. Ça lance tellement de dynamiques, c'est passionnant aussi à raconter. Tout ce que ça produit, tout ce que ça change en soi, tout ce que ça peut causer comme trauma. Tu parlais de trauma, comme même crise psychique. Enfin, aujourd'hui, j'anime des ateliers d'écriture dans une asso qui s'occupe de jeunes qui ont des troubles psy. Et franchement, parmi ces jeunes-là, il y en a beaucoup qui sont en crise parce qu'ils n'arrivent pas à composer avec leurs identités, parce que voilà, ils sont toujours renvoyés c'est dos à dos, ils ont toujours l'impression de décevoir un camp plutôt que l'autre, alors qu'en réalité, il n'y a pas de camp. Enfin, mais bon, ouais, je pense que c'est un thème qui est vraiment très prégnant et c'est difficile d'y échapper. Ouais. Et en plus, j'avais pas envie d'y échapper, donc voilà, ça tombait bien. Boussaïna, alors la question, peut-être pas néocoloniale, mais raciale, est très présente. Est-ce que c'était aussi un choix d'aborder ce sujet-là
Ou alors le but était de raconter une histoire et puis puisque tu construis l'histoire au fur et à mesure, Et c'est exactement ça. ça. Voilà, ça Oui. s'est invité tout seul. Ça s'est invité, et c'est exactement ça. Et Industrie présente cette question. Parce qu'en plus de ça, c'est pas une question anodine au Maroc où on n'a pas encore fait la paix avec notre passé esclavagiste. Exactement, c'est ce que j'allais dire, oui. c'est qu'en fait la violence dans le saut noir racial, ou plutôt voilà les tensions, c'est plutôt au Maroc qu'on les trouve. Cette petite fille qui interroge ses origines, qui interroge la destinée aussi de ces femmes dont elle ne comprend pas les origines non plus, ces femmes qui ont toujours les seins pleins de lait, donc qui enfantent, mais qui sont des mères nourricières et qui enfantent les enfants des autres. Et il y a une souffrance innommable qu'elle perçoit, tandis qu'en Suisse, finalement, elle se retrouve dans un espace si cosmopolite, et c'est un espace quand même beaucoup plus paisible que l'espace français, qu'elle en arrive à oublier le poids de cette peau. Et on lui dit qu'elle est belle pour la première fois là-bas. Oui, voilà. Seul son père lui disait qu'elle était belle. Et là, on lui dit qu'elle est belle. C'est très violent comme image, en fait. Et comme moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu un pincement au cœur parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent au Maroc. Oui. C'est triste. Ouais. C'est triste. Bon, ça a beaucoup évolué. Hein. Moi, je me suis aussi, comment dire, je parle d'une époque, on n'est plus dans l'esclavage, tout ça, mais on est dans ce qui reste de cette histoire de l'esclavage qu'on connaît tous, hein, encore. Bon, les plus jeunes, moins, mais tout le monde se rappelle de ces femmes qu'on appelait les dadas, qui faisaient, voilà, qu'on trouvait dans toutes les familles. On ne savait pas d'où elles venaient, on ne savait pas. Il y avait beaucoup de secrets, de choses cachées autour de leur lignage. Et en fait, oui, là, la question raciale, elle se pose surtout au Maroc, et aussi surtout à travers Rita, qui non seulement n'a pas envie d'un enfant dans sa vie qui ne soit pas le sien, mais comme elle ne peut pas en avoir non plus comme sa mère, elle a été un petit peu obligée d'accepter la décision de son mari, mais qui en plus n'a pas envie d'un enfant qui ne lui ressemble pas et qui ressemble à ces femmes, à ces domestiques qui sont là, autour d'elle. Voilà. Absolument. Alors, une autre question, sans spoiler, concerne pour moi l'aliénation mentale qui est présente sous des formes différentes dans les deux récits. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez parlé disons, d'accès, que ce soit l'accès psychotique ou d'hystérie et tout ça, est-ce que vous en avez parlé pour dire que nous vivons dans une société qui aliène ces femmes? Ou alors c'était juste, ça faisait partie du récit et ça n'avait rien d'une dénonciation générale vis-à-vis de la société? Alors moi en réalité, et ça je l'assume totalement, ça c'est une partie de mon roman qui est tiré de ma propre expérience. C'est quelque chose que j'ai vécu et que jamais j'aurais pensé vivre un jour. J'ai eu une décompensation psychique qui a fait que j'ai été hospitalisée à Sainte-Anne. Et pour moi, ça a été vraiment... le choc, ça a été avant d'arriver là, dans cet espace-là. Parce que pour moi, c'était vol au-dessus d'un nid de coucou. Pour ceux qui connaissent le film, c'était voilà, l'asile tel qu'on se le représente dans les films d'horreur, etc. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il y a des gens... que ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, bon,
comme je suis tombée là-dedans, oui, je me suis rendu compte enfin, je ne sais pas si cette société aliène en particulier, mais en tout cas, oui, il y a des choses qui sont aliénantes. En tout cas, dans le cas de Cilia. Et puis dans le cas de Cilia, oui, tout à fait, parce ça que l'est totalement. La décompensation, elle surgit juste après une révélation et tout ça. Effectivement, elle pète les plombs, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, quoi, c'est très lié à cet épisode qui n'est pas la cause du problème, mais le déclencheur. De toute façon, on sait très bien aujourd'hui que la maladie mentale ou les problèmes psychologiques et psychiatriques sont là en nous. C'est des fragilités, comme on peut être susceptible d'attraper un rhume ou d'avoir un diabète et tout ça, c'est des prédispositions physiques. Et puis, il y a des déclencheurs. Ouais. Si on mange beaucoup de sucre, on va avoir le diabète. Si on fait un régime strict toute sa vie, on ne va pas l'avoir. C'est exactement ça. Tout à fait. Et puis, après, je pense que en fait, c'est toujours très tabou, hein, que ce soit au Maroc ou en France. Mais on en parle un peu plus, donc on s'en rend compte un peu plus. Et en fait, je pense vraiment que c'est important de le dire. Et c'est important aussi de comprendre ce qui peut amener des jeunes à se retrouver dans des états critiques comme ça. Et alors moi, ce qui m'a intéressé donc la deuxième partie de mon livre qui est consacrée à ça, au passage de Cilia à Sainte-Anne, c'est pas du tout de parler des maladies mentales ou de poser des diagnostics, etc. Parce que déjà parce que je suis pas psychiatre. Et puis en plus, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est surtout quand on pose un diagnostic, ça limite ou ça oriente ou ça stoppe la réflexion systématiquement, comme si tous les problèmes s'expliquaient par une maladie, une pathologie ou un trouble, alors qu'en réalité, il y a un faisceau tel qui... Voilà. Et je pense que c'est à nous aussi de remettre en question notre système social, la façon dont fonctionne le monde du travail, enfin voilà, les espaces qu'on accorde aux gens, les injonctions qu'on leur fait subir. Enfin, je sais pas, moi j'entends en ce moment tout le temps me parler de puissance, il faut être puissant, il faut être fort, il faut machin, mais arrêtez, enfin stop, c'est horrible quoi. Ça aussi c'est une violence. C'est une vraie violence. Absolument, absolument. Vous non Oui, concernant l'aliénation, tu parlais d'aliénation. Oui. L'aliénation, en fait, c'est au lecteur de la déchiffrer. Parce que le livre s'ouvre sur, bien sûr, quelque chose d'essentiel dans la vie de Ralia. C'est cette relation toxique qu'elle a avec cet homme avec lequel elle vit. Et là, il y a une véritable aliénation parce qu'elle n'a aucun atome crochu en réalité avec cet homme. Ils ne s'entendent absolument sur rien. Et c'est une relation d'addiction. Elle le dit à un moment, il y avait juste cette faim intarissable de la peau l'un de l'autre. Mais à part ça, c'est d'une violence inouïe. Mais elle ne s'en rend pas vraiment compte. Enfin, elle se rend compte, bien sûr, que la relation est toxique, ses amis lui en parlent, mais pour elle, ça n'a pas la gravité que ça devrait avoir, justement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ces relations avec sa famille adoptive, ça a été l'amour dans toute sa splendeur et la haine dans toute son horreur. Et elle ne sait pas en fait se situer là-dedans. Et d'ailleurs, quand elle arrive en Suisse, elle tombe amoureuse d'un jeune homme qui a un passé de guerre, etc., qui a des amis qui n'est entouré que d'amis qui ont un passé lourd d'histoire de guerre civile, voilà. Le Liban, l'Iran, etc. Et elle n'ose jamais parler ou même laisser juste refléter ses propres douleurs parce qu'elle lui semble dérisoire, par rapport à ces grandes catastrophes humaines. Donc elle est toujours en retrait. Et la violence qu'on peut lui porter lui semble naturelle.
Et c'est là qu'on découvre justement que les traumas infligés par sa belle-mère ont été aussi importants que l'amour porté par son père. Et la belle-mère qui est elle-même un peu souffrante, parce que elle a son vécu qu'on sait maintenant, Ah oui, et qui bien justement rentre dans des colères et des rages inexplicables et des crises d'hystérie, et on fait semblant de croire à ces mascarades et tout ça. Donc l'aliénation, c'est pas juste. Voilà, c'est pas seulement. Voilà, Ralia, ça ne concerne pas que la narratrice. Absolument. L'aliénation, elle est, oui, effectivement, chez plusieurs personnages, en particulier, oui, chez Ricard. Alors, est-ce que le Maroc aliène ses femmes? Les femmes doivent se défendre. C'est très bien, c'est très bien, c'est parfait pour. Et puis c'est elle qui élève les enfants. Exactement, exactement. Eh ben oui, raison de plus. Il faut se soigner pour bien élever les descendants. Et sur ces belles paroles, j'aimerais inviter le public à poser des questions, à faire des commentaires, à intervenir. Vous êtes les bienvenus. Il y a un micro qui est à votre disposition. Merci, mademoiselle. Tarek. Bonjour. Alors merci pour cette belle assise très très instructive. On ne s'en lasse jamais d'écouter que ce soit Bouteina ou Madame Hadni aussi. Et toi, Fadwa aussi, pour ta belle modération. Alors d'abord, permettez-moi de faire une petite réserve par rapport à la littérature féminine, parce que il faut jamais dire ça. Il est où elle? Il est où? Il faut le chercher. Pour voir. Il n'y a pas de littérature féminine, il n'y a pas d'écriture féminine. C'est une ghettoisation très discriminatoire et il n'y a pas de cinéma féminin, il n'y a pas de musique féminine. Pourquoi la littérature serait-elle féminine? Il n'y a même pas maintenant de littérature marocaine ou francophone. On s'inscrit maintenant dans une littérature monde qui ne connaît ni le sexe, ni la langue, ni les frontières aussi. Alors ceci dit, je reviens à Bouteina, dont j'adore l'écriture et les textes. J'adore aussi la plume. Il faut pas, le pinceau plutôt, parce qu'il ne faut pas oublier que Bouteina est une plasticienne hors pair. D'ailleurs, toutes les couvertures de ses livres, à partir de Étreinte, Fiction d'un deuil, Le Cénacle des solitudes, au Café des Faits divers, et même celui-là, j'imagine, c'est d'elle, c'est de toi aussi, le tableau ici. Alors, ceci dit, il faut dire que l'écriture de Bouteina Azami est une écriture de l'indicible, de l'innommable, de l'incommunicable, de l'incommensurable. C'est une écriture qui peine à remonter des tripes. C'est l'écriture de la souffrance, de la douleur. Et c'est une douleur tripartite, c'est-à-dire une douleur d'abord de l'autrice, au niveau de l'acte d'écriture, une douleur du personnage sur le plan intradiégétique, et une douleur également du lecteur. Puisque même le lecteur fait une sorte de corps à corps avec le texte de Bouteina, parce que son style, il ne connaît pas l'artifice, elle écrit comme elle sent, ses phrases sont hachées, son rythme est saccadé, il faut suivre donc cette écriture qui est un peu dure à suivre. Et puis, il arrive que sa plume s'essouffle. Et dans ce cas, c'est le pinceau qui prend le relais ou le crayon et qui, on va dire, investit un peu l'espace de la page avec beaucoup de souplesse. Par exemple, Au Café des Faits divers, parlons justement de la figure du père, il y a le personnage qui dit « Mon père était », et dans la page suivante, on a le portrait, l'ébauche du portrait du père. Et ce n'est pas une illustration gratuite. C'est un dessin qui fait partie du corps du texte. On ne peut pas l'enlever. Au lieu de décrire le père, elle le dessine avec son crayon. Et donc, elle continue après. Donc, ma question pour Bouteina, est-ce que ton nouveau roman contient des dessins ou bien ta plume se porte tellement bien qu'elle n'a pas besoin du secours du pinceau? Voilà. Merci, Tarek. Non, dans ce livre, alors il n'y a pas de dessin.
C'est un livre que j'ai écrit il y a déjà quelques années. En fait, j'ai mis 4 ans à le publier parce que entre parenthèses, j'ai été malade et j'ai laissé de côté ce livre que j'ai repris il y a 1 an pour le réécrire en 15 jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais trop pleine de lui. Et non, je pensais que j'allais ponctuer, que j'allais conclure ce livre avec un dessin. Et finalement, je me suis laissée emporter vraiment par la métaphore. Et je voulais justement revenir sur un point que tu as évoqué qui me semble essentiel et qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'écriture qui de la narration vers la poésie ou bascule vers le conte. C'est dans ces différentes façons de narrer que le lecteur fait les liens finalement, fait les liens entre fait les liens dans l'intériorité du personnage, dans ce qu'il ressent. Je pense que c'est pour ça que l'histoire est importante, mais pourquoi l'histoire n'est jamais préméditée? Parce que pour moi, l'essentiel, ce n'est pas de raconter, c'est des faits, mais c'est de donner à ressentir des choses que nous avons tous pu ressentir, mais que le lecteur vraiment puisse recevoir dans sa plus grande force ou sa plus grande subtilité. Je demande pardon au lecteur qui m'a souvent dit que je ne le ménageais pas. En même temps, il a l'air de trouver plaisir là-dedans quand même, pour quelques-uns. Donc, ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais merci Tarek. D'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport à la langue. Alors, je sais que Bousseina, justement, a écrit ce livre et il y a 4 ans, après, elle est repassée, bien sûr, sur le texte. Je ne sais pas si c'est le temps qui fait que il y a un travail sur la langue. On a l'impression un petit peu que le style est ciselé et travaillé avec artisanat, disons. Les mots sont écrits avec artisanat. Dans le bouquin de Dounia, alors il y a cette urgence de dire les choses et beaucoup d'authenticité, ce qui fait que c'est un autre style d'écriture qui est tout aussi charmant et poignant surtout. Et donc je voudrais savoir, est-ce que c'était spontané comme façon d'écrire, c'était un choix décisif? Est-ce que par exemple il y avait des images qui s'invitaient à toi et après tu disais non, je veux écrire de façon beaucoup plus crue et directe? Alors c'est vrai que quand on le lit, il y a cette urgence-là, mais c'est une urgence qui a été le fruit d'un très 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 long travail. Alors le livre est divisé en 3 parties. Donc la première s'appelle les parades, la deuxième la déflagration, la troisième la réplique. Et c'est pas tout à fait le même style. Et ça, c'est pas lié au moment, à la période dans laquelle j'ai écrit. C'est vraiment lié à ma volonté de coller, enfin de faire correspondre en fait la forme au fond, et donc de faire ressentir à travers l'écriture l'état d'esprit de la narratrice. Effectivement, tout le passage à l'hôpital psychiatrique, on a l'impression, en Suisse, il y a dans le délire carrément. Oui. On lit et on est dans sa tête. Donc on sent un petit peu cette folie, si on peut appeler ça comme ça. Alors c'est intéressant que tu parles de cette partie parce que beaucoup de lecteurs me disent « Ah, mais tu as dû écrire ça d'une traite, etc. » Mais en fait, c'est la partie qui m'a demandé le plus de travail.
parce il a fallu casser la syntaxe. J'ai essayé de faire en sorte que la langue elle soit heurtée, comment dire, de jouer, de renverser un peu les pronoms, même le registre temporel et même le registre de langue change à certains moments. Et ça, alors c'est passionnant, mais pour le coup, ça demande énormément de travail. Et en fait, c'est intéressant de se dire que pour donner l'impression d'une urgence, eh ben, il faut travailler, quoi. Bah, en fait, il n'y a pas plus difficile que d'écrire justement, de parler d'un personnage qui a des compensations psychologiques ou de faire parler un enfant. Oui. Pour moi, c'est les exercices d'écriture les plus difficiles. Oui, donc, je suis d'accord. vous, Céline? Oui, alors, bon, moi j'ai une chose en horreur, mais malheureusement, on est toujours obligé de la faire, c'est de me relire. Là, j'ai été obligée, bien sûr, de me relire parce que je sentais que ce livre, bon, que je dis que je l'avais achevé, mais je ne l'avais pas vraiment achevé puisque, bon, la maladie m'est tombée dessus et puis voilà, ça m'a, je l'ai oublié, voilà, je l'ai laissé de côté. Mais il a continué, il était en gestation, il était en moi. Pour ce qui est de la plume, du style, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est l'émotion qui compte. Donc, je peux mettre beaucoup de temps. Je ne me rends pas compte à quel point, mais en tout cas, une phrase ne me suffit que lorsqu'elle épouse, mais entièrement, la musicalité, le souffle, le spasme qui traverse le personnage au moment où j'en parle. Et c'est pour ça que je trouve que raconter une histoire, pour moi, raconter une histoire, je ne sais pas si j'ai déjà pensé à la difficulté de raconter une histoire parce que c'est pas ce qui prime. Alors évidemment, s'il n'y a rien d'intéressant dans l'histoire, le style ne vaut rien non plus, mais je suis quand même beaucoup dans la prose poétique. Et quand je dis que j'ai réécrit en 15 jours, je n'ai pas réécrit tout le livre en 15 jours, c'est justement la partie narrative qui raconte, justement. C'est celle-là que j'ai reprise, c'est le deuxième ou le troisième chapitre, qui justement raconte l'histoire de Ralia et son histoire avec cet homme. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions ni de remarques... Ah, si. Est-ce qu'il y a un micro? Un micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Là-bas, au fond. Bonsoir. Ma question c'est, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce roman, l'histoire, Abou Taïna? Merci pour la question. Ben, justement, je disais tout à l'heure que je ne suis pas dans l'autobiographie. Mais là, il y a beaucoup, dans tous mes livres, il y a beaucoup de moi, hein. Je dirais que c'est de l'autofiction quelque part. Là, j'ai beaucoup de mal à parler de ce qu'il y a de moi dans les livres ou pas. Mais disons que l'histoire de la violence conjugale et de la prise de conscience de la perte de soi dans la perte d'un père, c'est quelque chose que j'ai vécu et dont je n'ai jamais réussi à me défaire. Et surtout la mort de mon père, ça fait 20 ans. L'histoire avec cet homme est plus récente, mais elle m'a ramenée à repenser à l'amour de mon père
et à la douleur qu'il aurait pu ressentir à me voir vivre ça. Et je commence donc par ce corps délabré que Dieu merci n'a jamais vu. Et c'est un hommage que je lui rends pour m'avoir sauvé encore une fois. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons des exemplaires à signer, à dédicacer par nos autrices. Merci beaucoup d'être présents et d'avoir resté. Oui, madame, mais on a fini les questions. Maintenant, on va passer aux signatures. Merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir terminé avec nous cette rencontre. Merci Merci Fedwa, infiniment. merci tout le monde. Merci Fedwa, merci.